Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce deuxième opus consacré aux États baltes. Ce pays a la particularité d'avoir sur son drapeau du rouge carmin. C'est d'ailleurs le seul pays au monde à avoir cette couleur. Et ce drapeau justement est l'un des plus vieux au monde. Et je ne vous parlerai pas du Danemark. Un pays qui est recouvert de moitié de forêt. Et je ne vous parlerai pas de l'Estonie puisque nous avons justement dédié une vidéo. Un pays qui adore les animaux puisqu'au printemps, il dédie une journée consacrée au retour des cigognes, des hirondelles et des grues. Et il considère d'ailleurs le loup non pas comme un monstre, mais plutôt comme un être mystérieux et protecteur. Enfin, un pays qui installa des comptoirs et en Afrique et en Antilles. Eh bien, ce pays, c'est la Lettonie. Et si cela vous intéresse, je vous invite fortement à regarder ce qui suit. La Lettonie est un pays d'Europe de l'Est, 64 573 km de la taille de la Lituanie voisine ou du Sri Lanka. Il a pour voisin au nord l'Estonie, que nous avons mentionné, à l'est la Russie, au sud-est la Biélorussie, au sud la Lituanie avec qui elle partage sa plus longue frontière, 453 km, et à l'ouest la mer Baltique et donc une frontière maritime avec la Suède. Le nom Lettonie signifie le pays des Lettons, qui est l'ethnie majoritaire du pays. Alors regardons plus en détail le relief. On peut tout d'abord mentionner les mers qui bordent la Lettonie, notamment la mer Baltique à l'ouest et le golfe de Riga au nord-ouest que nous avons déjà mentionné dans la vidéo sur l'Estonie. Il s'agit d'un pays relativement plat puisque l'altitude moyenne est de 87 mètres. En effet, la Lettonie fait partie, au même titre que l'Estonie et la Russie, de la plaine orientale d'Europe. On retrouve à l'ouest les collines de Courland, au centre les collines de Vitsme, avec le point culminant du pays, le Galzinkans, à 132 mètres. Au nord-est, à la frontière estonienne, on retrouve les collines de Aluksne, et enfin, au sud-est, les collines de Latgale, parsemées de lacs, appelés ainsi le Pays Bleu. Concernant les fleuves, la plupart se jettent dans le golfe de Riga. À commencer par le plus important, le Daugava, long de 1000 km. Ce fleuve, en fait, prend sa source en Russie sous le nom de la Dvina occidentale que nous avons déjà mentionné dans la Russie du Nord-Ouest et traverse la Biélorussie avant de couper le pays en deux et traverse les deux villes principales de Lettonie que sont Riga et Daugavpils. Il faut également citer le Lielupe qui se jette à Jūrmala près de Riga, même si jusqu'au XVIIIe siècle, il se jetait en fait dans le Daugava. Et enfin, à l'est de Riga, nous devons aussi mentionner le Gauja. Il s'agit du deuxième fleuve letton, mais le plus long entièrement situé en Lettonie. Entre les deux se situe la plaine de Semigali. À l'ouest, le principal fleuve se jetant dans la mer Baltique est le Venta. À noter qu'il prend sa source en Lituanie. Il faut également mentionner les nombreux lacs, dont notamment ceux situés au sud-est du pays. À noter enfin que le climat est continental. Regardons plus en détail la géographie humaine. La population de la Lettonie aujourd'hui est de 1,8 million d'habitants. Il était à 2,6 millions en 1990, ce qui signifie que la Lettonie perd de la population, à peu près pour les mêmes raisons que l'Estonie. D'ailleurs, on considère que si la chute démographique continue, eh bien en 2100, la population sera de moins d'1 million d'habitants. Mais il s'agit d'un pays fortement urbain, alors intéressons-nous plus en détail aux villes, à commencer par la ville de Riga. Riga, c'est la capitale et la plus grande ville de Lettonie, et même des 3 États baltes. Avec plus de 800 000 habitants, elle concentre un tiers de la population totale du pays. Située sur le golfe de Riga et à l'embouchure de la Daugava, Riga a été en fait fondée en 1201 par l'évêque Albert de Buxtehude, fondateur des chevaliers porte-glaives. La ville devint un fief du Saint-Empire romain germanique et fut divisée entre l'église et l'ordre teutonique. L'évêque continua de promouvoir le commerce qui existait depuis les Varecs. De nombreux marchands s'y installèrent et la ville fut membre de la Ligue hanséatique à partir de 1282. En 1522, la ville accepta la réforme, mettant fin au pouvoir des archevêques de Riga. Riga passa ensuite sous l'influence de la Pologne-Lituanie, de la Suède, puis de la Russie à partir de 1720. Au début du XXe siècle, Riga était le plus grand port d'exportation de bois de tout l'Empire russe et sa 6e
deuxième plus grande ville. Démographiquement, la ville demeura majoritairement allemande jusqu'à la fin du 19e siècle. Et puis au milieu du 19e siècle, les Lettons majoritaires dans les campagnes commencèrent à s'y installer. S'ensuivit un essor de la bourgeoisie lettonne ainsi qu'un réveil national letton. Aujourd'hui, son architecture est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, réputée pour son art nouveau. Riga était la capitale européenne de la culture en 2014 et la moitié de ses habitants sont lettons et compte aussi un tiers d'habitants russes. Puis nous devons mentionner Daugavpils. C'est la deuxième ville du pays. Elle tire son nom du fleuve qui la traverse, le Daugava. Elle est située entre Riga et Minsk. La ville fut fondée par l'ordre de Livonie en 1275 et était la capitale de la Livonie polonaise et devint russe à partir de 1772 lors de la première partition de la Pologne. La moitié des habitants avant la Seconde Guerre mondiale étaient juifs. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la population est majoritairement russe. Les Lettons et les Polonais constituant des minorités importantes. Puis nous devons mentionner la ville de Liepāja. C'est la plus grande ville de Courlande et un important port libre de glace qui est connu en Lettonie comme la ville où naît le vent en raison de la brise marine, ce qui lui a permis d'avoir le plus grand parc éolien du pays. Historiquement, Liepāja fut reconnue comme ville par le duc de Courlande, Frédéric Kettler. Sous le règne de son fils Jacob Kettler, la ville atteint son apogée en devenant l'un des principaux ports de Courlande. Elle passa ensuite sous la domination russe à partir de 1795 et connut une croissance importante au 19e siècle grâce au développement des chemins de fer qui consolida ses activités portuaires et permit à la ville de devenir une station balnéaire populaire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS installa une base navale et la ville fut fermée aux étrangers. Aujourd'hui, la ville est en pleine reconversion économique. Et on peut également citer les villes de Jelgava, Jurmala et Ventspils. La Lettonie est un État unitaire composé d'une chambre unicamérale, divisé en 36 communes et 7 villes capitales. Mais pour des raisons beaucoup plus pratiques, nous allons l'aborder par ces 4 régions historiques, à commencer par la Courlande. La Courlande, située à l'ouest, doit son nom à la tribu balte, les Cours, qui ont vécu entre le 5e et le 16e siècle. Il s'agit de la première région christianisée de Lettonie. Entre 1561 et 1795, le duché de Courlande fut la renommée de la région, en étant un duché semi-indépendant. Bien que sous domination politique russe, la région resta sous l'influence des élites allemandes jusqu'au XXe siècle. Bien que la population soit majoritairement lettonne, les germano-baltes avaient transformé en 1918 la région en duché et l'avait même offerte comme vassale à l'Allemagne. Cependant, le duché fut intégré à la Lettonie. Et aujourd'hui, la région vit principalement de sa forte tradition maritime, forestière et industrielle. En raison de ses plages, de ses villes historiques et des parcs naturels, l'économie est tournée vers le tourisme. Enfin, les parcs éoliens contribuent aux énergies vertes. La deuxième région historique de la Lettonie est le Zemgale. Et le Zemgale, c'est en fait la région la plus plate de la Lettonie. Les sols sont extrêmement fertiles, ce qui explique qu'elle est surnommée le grenier de la Lettonie. On y exploite le blé, l'orge, le colza et le maïs. L'industrie est tournée vers l'agro-industrie, la production mécanique et les traitements des matériaux. Enfin, la région est un carrefour stratégique situé à proximité de Riga et relié par l'autoroute vers la Lituanie et le reste de l'Europe centrale. Les pôles urbains de la région comme Jelgava concentrent les services, le développement des technologies vertes ou la recherche agroalimentaire, notamment au sein de son université. Il s'agit d'une région majoritairement lettonne. Puis nous devons mentionner le Vidzeme. Situé au nord-est de la Lettonie, entre Riga et l'est, il s'agit de la région la plus vallonnée de Lettonie et le berceau de la culture lettonne. La ville de Tsetsis est associée à l'identité nationale lettonne. La région vit de l'agriculture, à petites et moyennes échelles, différent du Zemgale, de l'exploitation forestière et dispose de petites zones industrielles. Sa proximité avec Riga lui permet de servir d'arrière-pays logistique. Enfin, son patrimoine culturel et naturel participe à l'activité touristique du pays. Et enfin, la région du Latgale. Située à l'est et dominée de loin par Daugavpils, il s'agit de la région la plus verte avec de nombreux lacs, de forêts et de zones humides. C'est la région du latgalien, un dialecte letton oriental majoritairement lettonne et historiquement catholique, parce que cette région fut plus influencée par la Pologne que l'Allemagne. Il existe aussi une forte minorité russophone et il s'agit malheureusement de la région la plus pauvre de Lettonie.
Les industries essayent de se reconvertir ou sinon tentent l'agriculture et l'exploitation forestière. Concernant le tourisme, on peut d'abord citer Riga. Riga, sa capitale, notamment son centre historique, le Vest Riga, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO avec ses ruelles médiévales, ses maisons de marchands hanséatiques, sa cathédrale et ses églises gothiques. La ville est aussi connue pour son art nouveau. Plus de 800 bâtiments, notamment sur Alberta Jela, qui font de Riga une capitale mondiale de l'art nouveau. Enfin, on peut mentionner son marché central et ses musées comme le Musée national d'art, le Musée de l'occupation ou le Musée ethnographique en plein air. Ensuite, nous avons la ville de Cestis, qui est une ville médiévale charmante avec le château des chevaliers livoniens, très bien conservé. La ville est le symbole de l'identité lettonne ancienne. Puis le palais de Jelgava, une ancienne résidence des ducs de Courlande, mais aussi le château de Bauska et ses deux ailes médiévales et renaissance. Et enfin le château de Rundale, un joyau baroque rococo conçu par Rastrelli, l'architecte de l'Ermitage. Le palais est tout simplement surnommé le Versailles letton. Concernant la nature et les parcs nationaux, on peut mentionner le parc national de la Gauja en Vidzeme, qui est le plus ancien parc de Lettonie avec des vallées spectaculaires, des falaises de grès et des sentiers de randonnée. À l'ouest, on retrouve Sigulda, la Suisse lettonne, avec son château, ses grottes, ses tyroliennes et ses pistes de bobsleigh. Puis, nous devons mentionner le parc national de Slittere en Courlande, qui est une ancienne mer avec des forêts primaires, des dunes, des oiseaux migrateurs et un accès depuis Kolka et la côte ouest. Puis le parc national de Razna, Latgale, qui est autour du lac Razna à l'est. On y retrouve des paysages de lacs et de forêts. Et enfin, le littoral et la mer Baltique avec des villes comme Jurmala, une station balnéaire chic, le cap Kolka, là où la mer Baltique rencontre le golfe de Riga. Et enfin, des villes comme Pavilosta et Jurkane avec des plages sauvages de Courlande. Concernant les langues, la langue officielle de la Lettonie est le letton. Il s'agit d'une langue balte, c'est-à-dire il s'agit d'une langue indo-européenne. Dans le groupe des langues baltes, malheureusement, il ne reste que le letton et le lituanien. Toutes les autres langues sont mortes. Et il s'agit en fait des plus vieilles langues vivantes de toutes les langues indo-européennes. Le letton a fortement été influencé par des mots étrangers en raison de son histoire, notamment des mots allemands, polonais, russe. Et puis, il faut également parler du statut du russe, qui est la deuxième langue du pays. Un tiers des habitants de la Lettonie l'utilisent car elle est la langue des Russes, mais aussi une langue seconde pour presque tous les peuples minoritaires, les Ukrainiens, les Biélorusses. Les russophones sont majoritaires dans 7 des 8 plus grandes villes du pays et 95% de la population lettonne peut s'exprimer en russe comme langue maternelle ou langue seconde. En 2012, un référendum national a été rejeté par plus de 75%, proposant de faire le russe une seconde langue officielle. À l'indépendance, le gouvernement letton a remplacé le russe, qui était utilisé comme langue d'enseignement, en une langue étrangère et a mis bien sûr le letton comme langue d'enseignement. Alors, comment explique-t-on cette situation linguistique? Eh bien là encore, c'est l'histoire qui va nous éclairer. Vers moins 1500, les proto-baltes s'installèrent en Lettonie. Ils vivaient essentiellement de la chasse, de la pêche et de l'agriculture. Loin de là de penser qu'ils vivaient en autarcie. Au contraire, ils échangeaient avec les Varegs, les Slaves, les peuples germains et finno-ougriens des produits recherchés tels que l'ambre, la fourrure, la cire, le miel contre des perles, des bijoux, des armes et parfois du vin. Puis leurs descendants, les Baltes, vécurent de moins 500 au Moyen-Âge et se divisèrent en différents clans, dont notamment les Latgaliens à l'est, qui formaient la tribu la plus nombreuse, les Semigaliens dans la région de Semgalé, les Séloniens le long de la Daugava, connus pour être des agriculteurs prospères, et les Couroniens en Courlande, surnommés les Vikings baltes pour leur invasion maritime. Ils pratiquèrent jusqu'au XIIIe siècle des religions païennes dans des villages sédentaires ou des collines fortifiées par des ceintures en bois ou en terre. À la fin du XIIe siècle, la région était visitée à la fois par des marchands et des missionnaires, dont ces derniers essayèrent en vain de changer les pratiques païennes des populations baltes. Face à la résistance acharnée de ces populations, les papes Célestin III et Innocent III lancèrent à la fin du XIIe siècle un appel à mener des croisades contre les populations baltes. Innocent III soutint activement Albert de Buxhoevden, évêque de Brême, qui fonda la ville de Riga en 1201. Ce dernier créa les Porte-Glaives, un ordre militaire religieux allemand. Mais ces derniers furent battus par les Samogitiens des Lituaniens païens en 1237. Ils fusionnèrent dès lors avec l'ordre
l'ordre teutonique sur ordre du pape et devint l'ordre livonien. Ils furent présents sur une grande partie du territoire letton, mais aussi estonien, voyez la vidéo sur l'Estonie, et combattirent les Lituaniens, les Russes orthodoxes et les Polonais. Les deux autres acteurs de la confédération livonienne furent d'une part l'archevêché de Riga et d'autre part l'évêché de Courlande. L'archevêché de Riga a été aussi fondé par Albert de Buxtehude, mais il s'agit d'une organisation ecclésiastique, tandis que les portes de Clèves étaient une structure militaro-féodale. D'ailleurs, les deux furent sous le contrôle direct du pape et en conflit pour la dîme, les villes ou les forteresses, dont Riga elle-même. L'archevêque de Riga jouait véritablement un rôle métropolitain, c'est-à-dire que tous les autres évêques reconnaissaient son autorité religieuse supérieure, notamment l'évêque de Courlande. Mais celui-ci était aussi un prince séculier qui pouvait battre monnaie et qui entretenait des relations diplomatiques avec la Suède, la Russie ou la Pologne. Alors regardons plus en détail Riga et le duché de Courlande. Riga a toujours joué un rôle très important dans l'histoire de la Lettonie. En effet, d'abord port de commerce dès l'Antiquité, elle devint la plus grande ville du sud de la mer Baltique, mais également membre de la Ligue hanséatique en 1282 en raison de ses commerçants et missionnaires allemands. Mais cette puissance hégémonique allemande fut contredite lors de la défaite face aux Lituaniens à la bataille de Durbé de 1260, qui anéantit les espoirs de l'ordre teutonique et de l'ordre de Livonie d'établir un pont terrestre entre leur territoire de Prusse et de Courlande. Puisqu'effectivement, l'ordre teutonique était situé à l'ouest en Prusse et l'ordre de Livonie à l'est en Lettonie. Mais par contre, cette bataille va consacrer définitivement la puissance de la Lituanie dont nous reparlerons dans la prochaine vidéo. Mais à la fin du Moyen-Âge, cette minorité germano-balte s'imposa comme l'élite dirigeante pendant 700 ans, soit comme population commerciale urbaine, soit comme propriétés fonciers ruraux. Un peu plus tard, en 1521, la réforme arriva grâce à Andreas Königsegg, qui est un disciple de Martin Luther. Et ceci eut pour conséquence que la Lettonie adopta majoritairement le luthéranisme. L'adoption de cette nouvelle religion eut aussi des conséquences politiques. En effet, c'est la fin de l'archevêché catholique et de la confédération livonienne catholique. Riga, ainsi en se sécularisant, devient une ville impériale libre. Au même moment, la guerre de Livonie se déclencha et eut pour conséquence de redessiner les frontières politiques de la Lettonie et de diviser le territoire en trois acteurs majeurs. D'abord, on peut signer donc Riga, mais également le duché de Livonie, vassal de la Pologne-Lituanie, majoritairement luthérienne, mais administré par la noblesse allemande. Constamment convoité par la Suède et la Russie, le duché disparut 60 ans après sa création. Et enfin, le duché de Courlande, vassal de la Pologne, mais né d'un accord entre Gotthard Gettler, dernier grand maître de l'ordre de Livonie, et le roi de Pologne-Lituanie de Sigismond II Auguste. Ce dernier attribua en effet le duché à Kettler en raison de sa loyauté durant la guerre de Livonie. Ayant accès à la mer, la Courlande devint une puissance maritime modeste mais ambitieuse. Son descendant Jacob Kettler, grand réformateur et modernisateur, développa une flotte marchande impressionnante qui permit l'installation des colonies à Tobago dans les Caraïbes, mais également à Fort Jacob sur le fleuve Gambie. Malheureusement, après sa mort, le duché rentra dans des crises dynastiques et le duché fut intégré à l'Empire russe en 1795. Mais avant cela, le reste du territoire letton fut aussi sous la domination suédoise. On en avait parlé lors de la vidéo de la Suède, où après le traité d'Alkmaar de 1629, eh bien, la Suède va récupérer l'ensemble de la Livonie polonaise et va devenir ainsi la Livonie suédoise. Alors il s'agit d'une période très importante puisque Riga était la deuxième ville la plus peuplée de l'Empire suédois et fournissait du blé à la plus grande partie du royaume de Suède. Le servage fut aboli, les paysans se virent offrir l'éducation et des carrières militaires, administratives ou ecclésiastiques, et enfin la traduction de la Bible en letton fut même subventionnée par le gouvernement suédois. Et enfin, il reste le sud-est de la Lettonie qui n'était pas sous domination suédoise, qui resta sous la domination polonaise et qui eut pour conséquence l'application de la contre-réforme. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la plupart de ses habitants sont majoritairement catholiques. Alors, cette domination suédoise va s'arrêter, comme on l'a vu, au traité de Nystad de 1721,
où la région passa sous la domination russe. Entre 1721 et 1796, Pierre le Grand établit le gouvernorat de Riga, suivi du gouvernorat de Livonie, qui durera jusqu'en 1918 et qui correspond au territoire de la Vidzeme. Avec la signature du traité de Nystad, la noblesse allemande conserva toutefois ses privilèges. Ainsi fut gardé le système financier, les frontières douanières existantes, les assemblées provinciales et les conseillers municipaux, la religion luthérienne et la langue allemande. Ce fut seulement en 1889 que commença la russification. Après le premier partage de la Pologne en 1772, les Russes ajoutèrent le sud-est de la Lettonie dans leur territoire. Mais il fut rattaché au gouvernorat de Vitebsk, aujourd'hui en Biélorussie, ce qui accentua la séparation linguistique et culturelle des Latgaliens. Et enfin, comme on l'a mentionné, après le troisième partage de la Pologne, c'est le duché de Courland qui fut incorporé à l'Empire russe en 1795. Mais les Allemands conservaient tous leurs privilèges. Ainsi, les paysans des provinces baltes furent les premiers à être émancipés avant l'abolition du servage de 1861 en Russie. Pourquoi? En raison de l'héritage féodal non russe, des garanties données par les tsars, des réformes initiées par une noblesse germano-balte en vue de rationaliser l'économie agricole, et enfin en vue de limiter les révoltes paysannes. Alexandre Ier entendait utiliser les provinces baltes comme un laboratoire de réforme. En 1848, ainsi, les paysans lettons furent autorisés à émigrer dans les villes, puis la loi de 1849 autorisait les paysans à acheter ou louer des terres. Ainsi, à la veille du premier conflit mondial, plus de 90% des maisons de Courland et de Livonie furent achetées, ce qui créa une classe d'agriculteurs lettons, propriétaires fonciers, qui envoyaient leurs fils dans des enseignements supérieurs. Ainsi, au XIXe siècle, on peut observer le réveil national letton, qui bénéficia notamment de l'émancipation des paysans, mais également, comme on l'a vu, d'un fort taux d'éducation et d'alphabétisation. Et enfin, on constate à la même période dans l'Europe différents mouvements nationalistes. Et tout ceci permirent l'établissement des jeunes lettons. Les jeunes lettons sont un mouvement essentiellement littéraire et culturel qui sont rentrés en conflit avec les élites, les germano-baltes, et qui contribuèrent à l'idée d'une nation lettonne. La révolution de 1905 se manifesta à Riga, parce que Riga est une ville importante, puis la Lettonie rentra dans la Première Guerre mondiale au sein de l'Empire russe. Comme on le sait, la Russie fut défaite et dut signer le traité de Brest-Litovsk. Au même moment, les Allemands rentrèrent et occupèrent la Lettonie. Ils créèrent même un duché uni en 1918 qui ne fut pas concrétisé puisque au même moment, les Allemands durent eux aussi signer l'armistice de 1918. Et le Conseil du peuple proclama le 18 novembre 1918 l'indépendance de la Lettonie. Mais la Première Guerre mondiale fut désastreuse. Elle perdit presque 1 million d'habitants sur 2,5 millions. Et l'URSS ne reconnut pas l'indépendance de la Lettonie. L'URSS envahit donc la Lettonie le 1er décembre 1918, mais une contre-offensive reprit Riga et l'armée estonienne qui lançait une offensive dans le nord de la Lettonie permit justement de repousser les bolcheviks. Les Lettons et les Polonais lancèrent enfin une attaque en Latgalie. Le traité de paix de Riga de 1920 reconnaît l'indépendance de la Lettonie par l'URSS. Une assemblée constituante fut élue qui fut à l'origine d'un régime politique instable. En effet, entre 1922 et 1934, la Lettonie compta 13 gouvernements et 9 premiers ministres différents. Le Parti social-démocrate joua un rôle important avec l'Union des agriculteurs lettons. Des référendums importants eurent lieu et pouvaient permettre de comprendre l'agenda politique letton de l'époque. D'abord, on a eu un référendum sur le Concordat avec le Vatican afin de mieux intégrer le Latgal. Un autre référendum eut lieu sur l'obtention de la citoyenneté lettonne. Mais les deux problèmes économiques majeurs furent la réforme agraire qui conduisit au départ des propriétaires allemands et la restauration des industries. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire russe décida de déplacer les industries installées à Riga, mais trop proches du front. Après la crise de 1929, le Premier ministre Ulmanis et le ministre de la Guerre Balodis firent un coup d'État avec un fort interventionniste économique de l'État. Enfin, en 1939, le pacte germano-soviétique fut signé et la Lettonie fut intégrée de force
à l'URSS en 1940. Sous la période soviétique, Moscou décida que certaines usines de fabrication les plus avancées seraient basées en Lettonie, en raison de leurs infrastructures et des spécialistes déjà formés. Ainsi furent implantées des usines de machines, des usines chimiques, mais il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. Davantage d'immigrants soviétiques s'installèrent, ce qui eut pour conséquence la modification ethnique de la Lettonie. Avant la Seconde Guerre mondiale, les 3/4 des habitants étaient lettons. Ce taux chuta à 52% en 1989. Et puis en 1989, même année, eh bien, pour célébrer les 50 ans de ce traité germano-soviétique, les 3 États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, firent composer une chaîne humaine de 600 km pour protester. C'est ce qu'on appela la voie balte. Et puis avec la perestroïka et la glasnost, cette voie balte permit de manifester leur volonté commune d'indépendance. Le Conseil suprême de la RSS de Lettonie fut élu pour la première fois démocratiquement depuis 1930 et adopta une déclaration d'indépendance le 4 mai 1990, reconnue 4 mois plus tard. La Lettonie est aujourd'hui membre de l'OTAN, de l'ONU, de l'Union européenne, elle a la zone euro et également de l'OCDE. Concernant sa politique, on voit une myriade de partis, puisque effectivement on peut mentionner d'abord l'Unité, qui est un parti de centre-droit ou pro-européen, mais également l'Union des Verts et des Paysans, qui a été fondée en 2002, qui est un parti centre écologiste et agrarien, le Centre de l'Harmonie, qui est un parti de gauche, représentant principalement la minorité russophone, et enfin 2 autres partis qui ont été créés plus récemment, notamment le Parti pour le développement de la Lettonie, fondé en 2013, qui est un parti libéral pro-européen, et enfin le parti Nouvelle Unité, qui est un parti de centre-droit pro-européen, dont le rôle est une coalition regroupant plusieurs partis et qui a remporté les élections législatives de 2018 à 2022. Comme pour les autres pays post-communistes, l'économie de la Lettonie s'effondra après la chute du mur de Berlin, pour connaître une stabilisation seulement entre 1995 et 1989 en raison des réformes structurelles et des privatisations opérées avant 1995. Ensuite, la Lettonie a connu une croissance moyenne de 9% en raison de l'adhésion à l'OMC et des préparations de l'adhésion à l'Union européenne. Cette croissance s'interrompit en raison de la crise financière mondiale de 2008 à 2010. Un repli pendant le Covid en 2020, mais à la différence de l'Estonie, l'économie lettonne est repartie. Elle s'en sort mieux que ses voisins baltes, même si elle est freinée par le contexte géopolitique. Le PNB par habitant de la Lettonie est passé de 7 à 40 milliards. Et le PNB par habitant est passé de 3 à 23 000 $, ce qui place la Lettonie comme le PIB le plus faible des 3 États baltes. La monnaie du pays est naturellement l'euro. Alors, la répartition de l'économie lettonne est ainsi 70% pour le secteur tertiaire, 26% pour le secteur secondaire et 4% seulement pour le secteur primaire. Alors, le secteur primaire, c'est essentiellement l'agriculture, la sylviculture et la pêche, surtout en Zemgalé. Tandis que le secteur secondaire, c'est l'industrie manufacturière dans le bois et les meubles, l'agroalimentaire, les produits métalliques et machinerie, la chimie et la pharmacie et enfin le textile, bien que réduit depuis les années 2000. Enfin, le secteur tertiaire, c'est le plus important, notamment dans le commerce de détail, la restauration, le tourisme, les TIC, notamment Riga est un hub régional de numérique balte, les finances et les assurances avec la forte présence de banques nordiques telles que Swedbank. Alors justement, concernant les grands groupes, on peut citer d'abord Latvernergo, qui est une entreprise publique principale producteur d'électricité en Lettonie. Nous avons également Latvijas Gazé, qui est un fournisseur majeur de gaz naturel. Latvijas Finieris, qui est un spécialiste dans la fabrication de contreplaqués. On a Rimi Baltic, qui est une filiale du groupe suédois, l'une des principales chaînes de supermarchés dans les pays baltes. Maxima Latvia, qui est une autre grande chaîne de supermarchés en Lettonie. Mikrotilsk SIA, qui est une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux de réseau informatique. Et concernant enfin le transport et la logistique, on peut citer Air Baltic et la compagnie aérienne nationale de la Lettonie. Concernant la culture et la société, nous devons d'abord mentionner les écrivains, dont notamment Reinis, qui est le poète national de Lettonie. Dramaturge, traducteur et penseur politique, ses œuvres majeures comme L'Indépendance, Le Feu et la Nuit sont de véritables œuvres engagées dans la lutte pour l'identité nationale et la liberté. Nous devons mentionner aussi Aspizia, qui est l'épouse de Reinis, qui est une poétesse féministe et dramaturge, elle aussi une grande voix du mouvement national et des droits des femmes. Puis Zenta Maurina, un essayiste, philosophe et une figure marquante de l'exil letton. Et enfin Iman Ziedonis, qui est un poète moderne et un écrivain populaire.
Concernant les artistes et les musiciens lettons, nous devons d'abord mentionner Mark Rokto, né à Daugavpils. Il est devenu l'un des maîtres de l'expressionnisme abstrait américain. Ses toiles de champs de couleurs sont mondialement connues. Mais également Jānis Rozentāls, un peintre symboliste et réaliste letton, une figure centrale de l'identité visuelle lettonne. Mais également Alfred Kalnins, un compositeur et chef d'orchestre. Concernant les scientifiques et les intellectuels lettons, nous devons mentionner Fritz Bartha, un philosophe, poète et penseur romantique. Ernest Felsberg, un historien d'art et intellectuel, premier recteur de l'université de Lettonie. Et enfin, Arnold Speke, un philologue et un historien, mais également diplomate. Concernant la gastronomie, la cuisine lettonne regorge de plats simples, nourrissants et ancrés dans les traditions rurales. Parmi les plus emblématiques, on trouve le skandrausi, une tartelette sucrée salée préparée avec une pâte de seigle garnie de purée de carottes et de pommes de terre. Mais également le pelekezini al speki, qui est considéré comme le plat national, associé souvent à des pois gris et à des lardons fumés, parfaits pour les hivers rigoureux, mais également les piragi, qui sont de petits chaussons dorés, fourrés au lard et à l'oignon, servis tièdes lors des fêtes ou en encas. En dessert, les lettons adorent le mezesoupak, une soupe sucrée à base de pain seigle, de pommes de terre, de raisins secs et de crème, et le roupniacé, qui est un pain dense de seigle noir légèrement sucré, qui est un pilier du repas quotidien. Enfin, l'été est marqué par la fraîche et colorée oskat soupak, qui est une soupe rose à base de betterave et qui est très populaire quand les températures monte. Concernant le sport, la Lettonie a remporté 3 médailles avant son annexion de 1940, puis a reparticipé depuis 1992. Au total, elle a remporté 19 médailles, dont 4 en or. Alors, le sport national en Lettonie, c'est bien sûr le hockey. Il s'agit d'une véritable passion collective avec des athlètes comme Sandis Ozolins, ancien défenseur en NHL, qui est une véritable légende du hockey letton, de l'équipe nationale qui a fini à une 3e place historique au championnat du monde. Avec le hockey, il faut également citer le basketball. En plein essor, notamment avec Kristaps Porzingis, qui est la star NBA surnommée de Unicorn. Il joue actuellement pour les Boston Celtics. Et puis l'équipe nationale masculine lettonne a fini 5e au mondial de FIBA de 2023. On peut également citer les sports d'hiver comme le bobsleigh et le skeleton, avec des champions olympiques comme Oscar Melbardis ou Martin Durkours, qui est une légende de skeleton mondial, mais également l'athlétisme avec Ineta Radetska, qui est une spécialiste du saut en longueur, et Yanis Loussis, qui est champion olympique du javelot. Il y a d'autres disciplines notables comme Yelena Ostapenko, vainqueur du Roland-Garros en 2017, et Meris Bredis, un boxeur professionnel. Je terminerai mon exposé en évoquant les défis. D'abord, la Lettonie fait face à un défi d'ordre géopolitique. Il craint d'être déstabilisé par son puissant voisin. Et puis, la Lettonie a aussi un défi économique. Riga se développe très vite et vous avez de très fortes inégalités entre Riga et les campagnes. Et puis, un défi politique qui est le vieillissement de sa population. On vient de voir, le pays perd énormément de personnes. Et enfin, un défi environnemental, c'est comment substituer sa dépendance à l'importation de gaz. Voilà, comme toujours, si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.